j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 7 entreprises quality que je n'ai pas en portefeuille et que j'attends d'acheter. Alors, quality, je mets vraiment des critères extrêmement simples. C'est à la fois sur le point de vue vraiment quantitatif, des marges élevées, une forte croissance, un RE qui est vraiment important, un CAPEX qui est assez faible et surtout, on va dire vraiment une belle allocation des bénéfices pour vraiment aller chercher de la croissance sur du long terme. Et de l'autre côté, vraiment l'aspect qualitatif avec évidemment un management qui est skin in the game, donc avec pas mal de participation dans son entreprise et surtout un mode qui est vraiment énorme sur tous les points de vue qui leur permettent d'avoir un pricing power chaque année avec d'une part la croissance organique, donc la croissance en allant chercher plus de clients, en allant chercher plus de parts de marché et de l'autre côté, eh bien facturer aux mêmes clients existants un service qui est de plus en plus cher. C'est ça qu'on doit rechercher et quoi de mieux justement que de commencer par Fair Isaac Corporation, j'allais dire FICO, mais les gens connaissent plus via le nom de l'entreprise directement, donc Fair Isaac. Alors Fair Isaac, c'est une entreprise qui, juste pour vous donner une idée, on a un tel monopole qu'on a 90% des personnes aux États-Unis qui doivent passer par cette entreprise-là, 90%. Alors, le business est extrêmement simple à comprendre, c'est dans la partie notation de crédit. Et vous voyez, alors moi j'ai Standard & Poor's justement dans cette partie-là. Et FICO, en fait, c'est le Standard & Poor's pour les particuliers. Je vais vous le détailler, mais c'est vraiment génial. Par exemple, vous êtes un particulier, vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire un crédit conso, vous voulez acheter une maison, vous voulez hypothéquer votre maison. Eh bien, on va avoir une entreprise comme FICO qui va avoir énormément de data sur vous, client, d'accord. Donc vous, emprunteur, par exemple, ça peut remonter jusqu'au les impayés sur votre facture téléphonique, par exemple, il y a 5 ans. En fait, on va prendre toutes ces informations-là. Et FICO, avec son algorithme, eh bien, il va mettre une note finalement sur vous, votre solidité à rembourser votre crédit et surtout à payer, à être solvable, voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle le FICO score. Si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez forcément. Et pour vous mettre un petit peu de contexte, on parle d'une entreprise voilà, qui a, si je vous mets par rapport au S&P 500, mais qui a vraiment massacré le S&P 500. On parle d'une performance de quasiment 200 000% par rapport au S&P 500 qui, sur la même période, a fait 1200%. Et vraiment en tout temps, à chaque fois, on a vraiment une surperformance mais massive de l'entreprise. Là, pour vous donner une idée, depuis 2009, on a pris 17 000%. Et là, depuis 2022, voilà, on a repris 400%. Donc, c'est vraiment stratosphérique. Alors, avant de rentrer dans les chiffres et vous montrer pourquoi c'est une entreprise qui est vraiment exceptionnelle, je vous mets le petit starter pack. Donc, la présentation de l'entreprise, comme je vous l'ai dit, on est vraiment leader dans le crédit, donc dans la notation de crédit et également sur la partie SaaS. Donc là, ils appellent ça logiciel analytique. Alors, on est vraiment mondialement connu pour le FICO score. Donc, c'est un score de crédit utilisé par les banques et institutions financières aux États-Unis pour évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs, donc des particuliers. L'entreprise va se positionner sur deux segments. Les scores, donc là ça va vraiment être tous les revenus qui vont être issus premièrement des scores de crédit vendus aux prêteurs et également une petite partie B2C qui est un petit peu en diminution. C'est pour ça que le prix en bourse corrige un petit peu et vous allez voir il y a également la partie SaaS. Ils sont en migration sur le cloud et donc ça leur coûte un petit peu plus cher, on va y revenir. Et voilà, donc leur partie software, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près 50-50 hein. Là, voilà, vous avez clairement, si j'enlève cette partie-là, voilà, vous avez à peu près 50-50 entre software et donc la partie score. Donc, le business model, c'est très très simple. Vendre du B2B et B2C avec une part croissante du SaaS. En fait, la partie B2B et B2C, ils ont des marges de quasiment 100%. C'est vraiment incroyable. Ils vont se servir, donc ils vont réinjecter ce cash-là pour vraiment développer de plus en plus la partie SaaS ou de plus en plus, ils ont vraiment du recurring. Ils ont un taux de renouvellement de leur SaaS qui est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment cool. Donc, les scores FICO sont intégrés dans les décisions de prêt immobilier, auto, carte de crédit, prêt personnel. Également, ça va être les hypothèques, par exemple, en ce moment. Juste pour vous donner une idée. En fait, ça va être des scores, encore une fois, qui coûtent seulement 2 ou 3 dollars. Donc, sur une décision de 500, 600, 700 000 euros, ou alors pour acheter une voiture à 40 000 euros, voilà, vous payez 2 dollars votre score qui potentiellement peut vous permettre de débloquer plus d'argent sur votre prêt, donc des dizaines de milliers d'euros, ou alors d'avoir un taux d'intérêt plus faible. Forcément, évidemment, vous payez. Vous ne voyez même pas, enfin, vous ne vous rendez même pas compte d'ailleurs, c'est 1 dollar, vraiment 1 dollar, 2 dollars. Et donc, sur la partie hypothèque, c'était à 2 dollars et là, ils l'ont passé, enfin, c'était à 3 dollars, ils l'ont passé à 5 dollars. Donc il y a une augmentation de quasiment 70% sur cette partie-là. Et vraiment, ils ont un pricing power qui est monstrueux là-dessus. Donc alors pour ce qui est vraiment
du business model sur le score. Donc là, voilà, on va vendre, comme je vous l'ai dit, tout ce qui va être aux agences de crédit. Donc les consommateurs peuvent aussi acheter leur score via des plateformes comme MyFico. Alors là, regardez, je vais vous montrer, puisque, vous voyez, par exemple, donc là, vous allez sur le site internet, enfin, vous mettez MyFico et vous avez un abonnement de 30 $ par mois, ce qui est encore une fois énorme puisque le score en lui-même il est facturé aux banques seulement quelques dollars, 2 ou 3 dollars. Donc c'est vraiment la 30 $. Pourquoi un particulier serait prêt à payer autant? Donc ça c'est encore une fois c'est le segment B2C. Donc pourquoi voilà il serait prêt à payer autant 29 $ par mois? Eh bien parce qu'en fait quand vous avez accès à ce score là, Fico là va vous il a un algorithme et qui va dire au particulier bah là avec le score que vous avez actuellement, si vous faites ça, eh bien vous allez pouvoir l'augmenter et donc avoir un meilleur score. Donc ça va être vraiment du conseil là-dessus pour pouvoir avoir un meilleur score et donc potentiellement emprunter beaucoup plus ou avoir des taux d'intérêt moins élevés. Donc voilà, les personnes acceptent de payer 30 $ par mois pour avoir ce genre de conseil. Mais pourquoi sans diminution? Puisque bah, les 90% de banques qui utilisent le score FICO en fait, vont directement donner le score aux particuliers. Donc les particuliers ne passent plus sur cette interface-là, enfin du moins de moins en moins. On a encore une croissance, hein, c'est pas du tout en déclin. On a encore une croissance, mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas du 30% comme ils ont sur les autres segments. Donc voilà un petit peu là-dessus. Donc voilà, effectivement, on a vraiment un monopole. Le FICO Score est utilisé dans 90% des décisions de crédit, c'est incroyable. Et pour ce qui est de l'autre côté, les solutions software, donc là c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires. Donc là, FICO va vendre des logiciels et des plateformes cloud permettant aux banques, aux compagnies d'assurance et aux entreprises de prendre des décisions automatisées grâce à l'analyse de données en temps réel. Ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi on arrive à délivrer une marge nette de 30% avec 25% de croissance par an. Parce qu'on a premièrement des revenus récurrents grâce aux abonnements SaaS et à l'usage répété des scores. Deuxièmement, on a un effet de réseau. Donc plus FICO est adopté, plus il devient incontournable, évidemment. Et troisièmement, on a peu de CAPEX. L'activité est essentiellement logicielle, donc peu d'investissements lourds en infrastructure. Vous allez voir que on a peu de capex, mais en fait, ça passe pas en capex, ça passe directement, on va dire, pas enfin tout ce qui va être en COGS et en SGA. Voilà, donc dans le compte de résultat. Et pour ce qui est du pricing power, bon là, c'est voilà, je pense que c'est l'entreprise qui a le meilleur pricing power. C'est juste incroyable. Alors maintenant, je vais vous montrer les différents segments et pourquoi le prix en bourse baisse un petit peu. Revenu score plus 27%, parfait. Software revenu 5%. C'est quand même assez faible, c'est même très très faible, mais encore une fois, il y a la transition, c'est pour ça sur le cloud, et le CEO parle d'à peu près une latence de 400 jours, donc 400 jours, voilà, c'est un petit peu plus qu'un an, donc ça fait un total revenu de 16%, hein, voilà, ce qui est encore une fois, mais c'est super, et après on a software ARR, donc ça c'est le annual recurring revenu, donc c'est le revenu annuel récurrent de son SaaS, donc SaaS c'est un logiciel par abonnement, donc là plus 8%, donc c'est très bien, voilà, c'est pas mal. Et ça, en fait, c'est négatif. C'est les bookings, donc on sait les nouveaux contrats qui signent avec leur SaaS. Alors pourquoi on a moins 21%? C'est parce que là actuellement, leur SaaS, comme je crois que je vous l'avais mis ici, voilà, ils ont deux parties. Ils ont la partie vraiment facturation sous forme d'abonnement, donc là ce que vous voyez ici, l'AR, et ils ont la partie également où ils vont installer directement, donc ils vont facturer une grosse somme, donc une licence d'installation. Et là actuellement, comme ils font le pivot où ils s'éloignent de cette partie-là pour aller 100% sur du SaaS, eh bien, effectivement, l'année dernière, ils avaient encore empoché des gros contrats pour installer des licences qui, cette année, eh bien, ils ne le font plus. Et le problème, c'est qu'une licence, c'est du one-shot, alors qu'un SaaS, c'est réparti sur la durée. Donc, évidemment, au lieu de prendre, par exemple, 10, vous prenez un pendant 10 ans, par exemple. Donc, effectivement, sur le court terme, on a moins de cash qui rentre vraiment par rapport aux périodes précédentes. Mais par contre, sur le long terme, ça se lisse et on a des cash flows plus prévisibles sur le long terme. Donc, encore une fois, voilà, sur le long terme, ça n'impacte en rien l'entreprise. Alors ici, je vous ai mis rapidement les coûts par segment pour vous montrer qu'effectivement, la partie SaaS, ça demande des investissements qui sont vraiment beaucoup plus élevés par rapport à la partie score, où là, ils ont déjà les infrastructures, ils ont déjà les logiciels d'analyse, ils ont déjà leur algorithme en place. Donc, c'est vraiment des marges énormes. Comme vous pouvez le voir, pour la partie vraiment software, ils ont rentré 640 millions, d'accord? Et ils ont, voilà, un total, hein, parce que je prends les professionnels services en même temps. Donc, ça fait 739 millions pour la partie software. Ils ont 500 000 de coûts. Donc il ne reste que 241 millions en operating income. Alors que de l'autre côté,
Et bien de l'autre côté, ils ont les scores, c'est un total, voilà, un total de 773 millions et ils ont seulement 92 millions de coûts. Donc vous voyez, en fait, la différence, elle est juste énorme. Il y en a à peu près, les deux sont, voilà, c'est pareil, hein, 739 versus 773, c'est plutôt pareil, sauf qu'il y en a un, il lui reste seulement 241 et l'autre 681. Donc voilà, on a vraiment une différence qui est flagrante en termes de marge là-dessus, mais tant mieux, puisque de toute façon, c'est le segment score qui a le plus la plus forte croissance. Et pour ce qui est de la guidance 2025, même avec la partie SaaS qui est en restructuration, avec des coûts plus élevés pour aller sur le cloud, et également voilà, une moins forte, enfin une génération un peu moins importante de cash avec le passage sur le SaaS en revenu annuel récurrent, eh bien, on anticipe toujours un earning per share tout simplement de 624 millions. Alors 624 millions, quand je compare ça au bénéfice net actuel, donc actuel de 512, ça nous ferait une croissance d'un peu plus de 20%. De combien? Donc 600 à 620. Voilà, ça fait une croissance de 22% pour l'année prochaine et on a à peu près ce genre de croissance. J'arrondis à peu près 20% de taux de croissance par an. Maintenant, je vais passer sur l'actionnariat qui, eh bien, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque on a, oui, le management qui est vraiment, voilà, on parle de personnes qui ont 800 millions, quasiment 1 milliard dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment énorme. Et la majorité du board, hein, même si vous descendez, on va dire, jusqu'au cadre, on est encore sur du 5 millions. Donc, le top 15 de l'entreprise, ils ont plusieurs dizaines de millions d'euros, de dollars dans l'entreprise. Donc, c'est parfait. Ils achètent tous des actions en permanence. Mais comment ils ont eu ces actions-là? Ce pas des actions qu'ils ont au tout début. C'est des actions qui se versent constamment en stock-based compensation. Alors, je vais faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Mais donc les stock-based compensation, c'est les rémunérations en actions qui vont venir diminuer, enfin qui vont venir en fait, c'est répercuté comme un coût dans le compte de résultat. Donc ça va venir augmenter votre dépense en recherche et développement. Et le problème, c'est que étant donné que l'entreprise, en fait, elle crée simplement, comme la banque centrale peut créer de la monnaie, les entreprises peuvent créer des actions. Donc, ce n'est pas catégorisé comme une réelle dépense. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ensuite, ils vont ajuster le même montant dans le cash flow statement. Hop, je pense que vous allez mieux voir comme ça. Ici, ils ont versé 149 millions donc, de rémunération en actions. Et quand vous allez voir ici le tableau des excusez-moi, le l'income statement, donc le compte de résultat, vous allez dans R&D, ici recherche et développement, vous voyez un 171 millions. Vous dites, mais c'est super, ça, ils investissent comme ça dans les nouveaux projets, dans peut-être une nouvelle innovation de SaaS, etc. Non, que nini. Ici, il y a 150 millions, c'est juste des actions qu'ils ont émises et donc qui sont tout simplement après répercutées, excusez-moi, dans le non-cash item. Ici, dans le cash from operating activities, ça va de nouveau augmenter le même montant, hop, voilà, de 154 millions. Grosso modo, on est vraiment là-dessus. Donc ça, c'est pour c'est tout simplement pour ce petit, on va dire. C'est vrai que dans le bout du bout, hein, excusez-moi, voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le vrai free cash flow, hein, si on l'ajuste de ces stock-based compensation, puisque évidemment sur le court terme, c'est pas un coût, puisque oui, ils ont juste simplement créé des nouvelles actions, mais à un moment donné, le management va exercer les actions et donc la contrepartie, ça sera vous, enfin ça sera nous si on est actionnaire. Il y aura plus d'actions il y aura plus d'actions et ils vont faire un exit, donc ils vont exercer, ils vont avoir les actions, ils vont peut-être les vendre sur le marché. Donc dans ce cas, ça sera vraiment une vraie dépense, mais comme c'est dans X années, eh bien les normes comptables ne le prennent pas en compte aujourd'hui. Donc voilà, il y a 24% à peu près, 25% du free cash flow qu'il faudrait retrancher. Donc voilà là-dessus. Sinon, ce qui est vraiment également comment dire, on a Valley Forge Capital, on a Dave, notre ami Dave, en fait, qui a 30% de son portefeuille sur cette entreprise. Alors Dave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui gère un fonds, donc un peu à la Warren Buffett, même, enfin plutôt à la Charlie Munger. Il est vraiment Charlie Munger, ça, il est très très quality, hein. Et il a 35% de son portefeuille sur Fair Isaac. Son portefeuille également, donc, son fonds, là, donc actuellement Valley Forge Capital, on parle quand même d'une performance de 15% par an depuis 2007, depuis la création. Donc c'est voilà, une surperformance vraiment, mais claire et nette du S&P 500. Ok, maintenant on va aller voir du côté de la valorisation, parce que comme vous pouvez le voir sur Gros Focus, on est très très surévalué. Alors comment ça se répercute là en termes de multiples? On est sur un multiple, on se paye à 89 fois les bénéfices et on parle d'un bénéfice qui est au max du max, hein. Voilà, on est à 512 millions, on n'a pas eu une baisse du bénéfice, hein. Donc on a vraiment 89 fois actuellement les bénéfices. Mais rappelez-vous, on a une croissance de 20%.
Donc, comment dire? Comme le dit d'ailleurs si bien notre ami, Dave, une entreprise quality, c'est à la parfaite intersection entre la croissance et la prédictibilité. D'accord? Quand vous avez ces 2 là, c'est bon, vous avez une entreprise quality. On parle donc, rappelez-vous, une croissance de 20 par an, règle des 72. Donc en mathématiques, hein, la règle des 72, si vous prenez 72 et vous le divisez par, eh bien, votre taux de croissance. Donc là, de 20, et ça va vous donner un chiffre exprimé en années, et ça va vous dire, OK, le nombre d'années qu'il vous le faut pour que votre bénéfice net actuel double. Donc ça fait 3,6 ans. OK? Donc si le bénéfice net il double, le PE il est divisé par 2. C'est là-dessus, je pense que vous me suivez. Donc dans 3,6 ans, si vous achetez aujourd'hui l'entreprise FICO et qu'on a une croissance de 20% par an, eh bien il vous faudra 3,6 ans pour que votre rendement actuel il double. Donc pour votre PE, eh bien il soit diminué par 2. Donc ça veut dire que pour votre PE passe, voilà, effectivement c'est bien 90 actuellement, donc divisé par 2, ça fait 45. Donc on aura un PE dans 3,6 ans de 45. Si ensuite on a encore 20% de taux de croissance, eh bien ça veut dire que dans 3,6 fois 2, donc 7,2, eh bien on aura combien? On aura 45 divisé par 2. On aura cette fois-ci un PE de 22,5. Donc dans 7,2 années, on aura un PE, donc un forward P dans 7,2 années, eh bien de seulement 22. Et si maintenant on redouble encore, donc vous rajoutez 7,2 plus 3,6 ans, eh bien ça fait dans 11 ans, d'accord, vous avez un PE de 11 et un PE de 11, eh bien ça vous fait une rentabilité de 8,7. Voilà, vous avez 8,7% de rendement sur votre coût d'acquisition dans 10 ans si aujourd'hui vous achetez l'entreprise au prix actuel. On peut le vérifier ensemble, hein, si vous mettez le bénéfice net là de 521 millions, vous mettez un taux de croissance de 20% par an sur 11 ans. Ça vous fait effectivement dans 11 ans un bénéfice net de 3,8, hein, j'arrondis. Et si vous faites maintenant le prix en bourse de notre entreprise qui est de 44,5 divisé par 3,8, 44,5 divisé par 3,8, ça vous fait un PE effectivement de 11,7. Ok, voilà. Donc c'est vrai, c'est pour ça que un PE élevé, alors là c'est trop élevé, hein. Là c'est vrai que c'est trop élevé puisque moi ça m'intéresse pas d'avoir 10% par an dans 10 ans, hein. Moi je veux 10% par an dans à peu près 5 ans. C'est quand même beaucoup plus avantageux. Et ok, c'est très prévisible, mais on parle quand même d'un taux de croissance de 20% par an. 20% par an, c'est quand même très très dur à délivrer. Alors oui, on a délivré plus que ça dans les années passées, mais c'est quand même très très dur à délivrer. C'est d'ailleurs pour ça que Dave, lui, là, par exemple, sur le dernier trimestre, il a vendu faire Isaac pour mettre la même somme directement sur ASML. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Mais vous voyez, même avec un PE de 89, si vous avez bien voilà un taux de croissance de 20% par an, eh bien il vous faut seulement 11 ans pour que votre rentabilité passe aujourd'hui. Là, on est à 1,1% de rendement. On l'a vu ensemble dans 11 ans, si on délivre les 20% de croissance, on est à 9%, donc ça fait quasiment du x8 sur votre rentabilité. Et en fait, c'est vraiment la puissance de la bourse et la puissance des entreprises vraiment quality. Voilà, on va dire comme ça. Donc, la conclusion, hein, c'est que c'est trop cher. Et c'est que c'est une entreprise, absolument, il faut la mettre dans votre watchlist. Il faut qu'elle soit dans votre watchlist, puisqu'il y a un jour où ça va baisser. Et personnellement, j'accepterais de payer à peu près 40 fois les bénéfices sur cette entreprise. Donc 40 fois les bénéfices, hein. Actuellement, on est à 520 millions, donc fois 40. Ça ferait voilà, du 20 milliards, du 21 milliards de capitalisation boursière. Donc il faudrait une baisse de 50%. Voilà, une baisse de 50%. Moins 50%, on est sur les 900. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous arrivez à acheter l'entreprise 50% de moins, donc à moitié prix, évidemment, votre rendement, eh bien, dans 11 ans, il sera 2 fois plus élevé. Ou alors, vous aurez le rendement que normalement, vous avez, si vous l'avez acheté aujourd'hui, vous aurez votre 9% dans 11 ans. Bah, si vous l'achetez 50% de moins au prix actuel, enfin à la date d'aujourd'hui, évidemment, vous aurez votre 9% par an dans 7,2 ans et non pas dans 10,8 années. Voilà de ce côté-là. Pour la prochaine entreprise, si je vous parle d'un ROIC de 98%, d'une marge nette de 65%, d'une croissance des bénéfices de plus de 36% par an et d'un prix en bourse qui a pris plusieurs millions de pourcentages. Je parle évidemment de Texas Pacific Land Corporation. Donc c'est une entreprise qui, pareil, a plus de 150 ans, enfin 130 ans pour être exact. Et par exemple, si vous aviez mis 1000 dollars dans les années 70, vous auriez aujourd'hui 12 millions d'euros, enfin de dollars. Même chose si vous aviez mis 1000 dollars en 2008, vous en auriez
aujourd'hui 250 000. Et si, on va dire, allez, là, les 5 dernières années, on va dire en 2000, enfin en 2020, vous achetez pareil 1000 $, et bien ça a déjà pris 1000%. Donc vous auriez déjà actuellement 10 000 euros. Voilà, c'est un 10 bagger à peu près tous les 5 ans. Ça prend 1000%. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. C'est en fait, c'est l'une des meilleures entreprises du monde, puisqu'on a également zéro réinvestissement. On n'a pas de réinvestissement. Donc on arrive à faire tout ça sans réinvestir un seul centime dans le business. Donc c'est un ovni parmi les entreprises. Comme vous pouvez le voir, un earning per share de 36%. Sur les 10 dernières années, on a un prix en bourse de 43% d'augmentation. C'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Pareil, voilà, un ROIC de 98%. Alors, avant de me plonger un petit peu dans le business, je vais vous montrer, donc voilà, effectivement, on va dire un petit peu les chiffres. Voilà, les chiffres. Donc on a un chiffre d'affaires de 631 millions, un bénéfice net de 400 millions. Voilà, ça annonce la couleur. Donc il n'y a que 200 millions qui partent, sachant qu'il y a 100 millions de taxes. Donc il y a seulement 100 millions de... On va dire que les taxes, c'est leur plus grosse dépense. Voilà, c'est leur plus grosse charge, c'est les taxes. Et ils sont au Texas. Donc voilà, c'est pour dire que normalement on est large quand on est là-bas. Alors il y a également zéro dette. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Voilà, en fait, on a zéro dette. Et on a même une dette nette évidemment négative. Vous voyez, on a 1 million de dettes pour 700 millions de cash. On a également, comme je vous l'avais dit, un réinvestissement, donc un CAPEX qui est pareil, inexistant. Vous voyez, on réinvestit moins de 10% du cash from operating activities. Donc voilà, c'est vraiment c'est une entreprise qui est parfaite. Voilà, c'est exceptionnel. Pour ce qui est des earnings futurs, évidemment, ça ne fait qu'exploser. Alors, je vais vous mettre maintenant un petit peu le business model et comment on arrive à délivrer cette performance, comment on arrive à avoir une entreprise qui prend quasiment 1000% tous les 5 ans. Alors, c'est très très simple. Texas Pacific Land, c'est l'entreprise qui possède le plus de terrain au Texas. Et sur ces terrains-là, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Il y a plein de pétrole, également du GNL, donc du gaz liquéfié, et également de l'eau. Et ces 3 segments-là, ce sont les 3 segments sur lesquels Texas Pacific Land va se faire de l'argent. Mais alors, est-ce qu'ils vont extraire le pétrole? Non, pas du tout. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement louer les terrains à Chevron, ExxonMobil, etc., donc avec des pétrolières qui vont, elles, s'occuper de l'extraction. Et ensuite, Pacific Land, il va prendre premièrement une redevance sur chaque baril extrait, il va prendre un pourcentage sur le prix de chaque baril, et deuxièmement, il va prendre du cash en termes de location du terrain sur lequel l'entreprise exploite donc extrait le pétrole. Ça, c'est pour la partie pétrole. Après, pour la partie eau, parce que évidemment le pétrole, ça demande énormément d'eau pour extraire le pétrole. Et donc Texas également va avoir deux segments sur la partie eau. Il va avoir le premier segment où Texas va posséder en physique, lui, donc voilà, pour une fois il possède quelque chose, ça va être des puits pour extraire de l'eau, d'accord. Et ensuite des pipelines d'acheminement. Et donc Texas va acheminer l'eau comme ça directement aux majors pétrolières qui donc extrait le pétrole. Et donc elle va vendre, là sur ce côté-là, elle va tout simplement, Texas va vendre l'eau, voilà, va vendre l'eau. Et deuxièmement, ils ont également donc des royalties sur l'eau. Alors là, c'est un autre segment. Donc une fois que l'eau est acheminée, d'accord, là c'est Texas qui s'en occupe. Les pétrolières, les entreprises pétrolières vont utiliser cette eau pour extraire le pétrole. Et ensuite l'eau, en fait, elle est totalement polluée et il faut la traiter. Et donc dans ce cas-là, Texas va reprendre l'eau, mais le réseau pour reprendre l'eau, comme il est un peu plus complexe, ne lui appartient déjà plus. Il laisse tout ce genre de capex, vraiment tout ce genre d'investissement, aux majors pétrolières. Mais par contre, les majors pétrolières doivent vraiment le payer pour qu'ils reprennent l'eau. Et donc vraiment, c'est vraiment Texas qui fait tout ça. Je l'ai fait assez sommairement, mais c'est vraiment pour vous expliquer le business model. Alors concrètement, on a 57% effectivement sur l'oil and gas royalties. On a 11% sur tout ce qui va être donc la location des terrains. Pour la vente d'eau, on a 18%. Et ensuite, pour ce qui va être les water royalties, 13%, donc la gestion de l'eau usagée. Et donc, c'est vraiment exceptionnel. On a une croissance qui est vraiment top. Alors, je vais me mettre ici. Alors, je fais une petite parenthèse, mais pour ce qui est des réserves de pétrole, on a vraiment de la marge. On parle du bassin Permian sur lequel Texas Pacific Land est positionné et possède tous ces terrains. Et c'est juste énorme en termes de production et en termes de réserves. Vous voyez, par rapport, par exemple, par rapport à la Russie ou l'Arabie, on est vraiment, on n'est pas si loin que ça. Donc, c'est des réserves on n'est pas prêt de les épuiser. C'est vraiment énorme. Même chose pour le GNL.
Voilà, c'est juste énorme. On est devant la Russie de ce côté-là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va encore tirer des royalties pendant pas mal d'années. Alors ça, c'est pour plutôt l'allocation de capital. Effectivement, là-dessus, ils sont vraiment, en fait, ils ont également le sens, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire des rachats d'actions si l'entreprise est trop chère. Ils vont privilégier les dividendes dans ce cas-là. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Alors, on a un retour sur capital qui est juste énorme. On a également zéro dette, comme je vous l'ai mis. Là, bon, ça n'a pas été mis à jour parce que ça, c'est la présentation d'investisseurs excusez-moi, de 2024. Et là, en 6 mois, ils ont généré 200 millions de cash supplémentaires. Et par contre, alors voilà, pour ce qui est du capital investi, parce que il y a quand même un capex, mais vous l'avez compris, le capex c'est uniquement sur la gestion enfin sur la vente d'eau, où ils vont extraire de l'eau. Alors là, ils ont dépensé, par exemple, depuis 2017, ils ont dépensé 145 millions en capex et ils en ont retiré tout simplement 418 millions. Donc ça fait une multiplication par 3. Si je fais 418 divisé par 145, voilà, ça fait 2,8. C'est-à-dire que pour chaque dollar qu'ils investissent dans ce segment-là, ils en ressortent 2,8 dollars. Donc c'est incroyable. Ils impriment littéralement de l'argent de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est de l'allocation du cash from operating activities, donc là, voilà, 51%, ça va directement sur l'augmentation du cash. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ensuite, ils versent un dividende de 24, un dividende à hauteur de 24%. Ils vont investir 14% et ils vont faire voilà, des rachats d'actions de 10%. Alors le problème évidemment c'est la valorisation. Sur ce genre d'entreprise c'est toujours la valorisation. Vous voyez, plusieurs fois on s'est négocié à voilà, 50 fois les bénéfices. On a une borne basse à 20 fois les bénéfices et sinon on va dire allez, une moyenne à 35 fois les bénéfices. Vous voyez, je vous avais dit sur FICO, Ferisac, ce qui est peut-être pas mal, c'est peut-être 40 fois les bénéfices. Bon, sur Texas Pacific Land, voilà, du 35-40 fois également ça pourrait être pas mal. Donc si je fais la borne haute positif et on fait du 40 fois les bénéfices, on a actuellement un bénéfice net de 406 fois 40, ça fait une capitalisation boursière de 16 milliards. On est actuellement à combien? On est à 32 milliards, donc ça fait un moins 40%, à savoir du Texas sur les 850. Voilà, donc mettez une alerte. En plus, vous voyez, les analystes graphiques vont déceler ici une super zone de support avec le plus haut de 2022. Non mais voilà, mettez vraiment une alerte, mettez-la excusez-moi, dans votre watchlist, puisque c'est une entreprise qui est vraiment exceptionnelle et sur laquelle quand le prix va baisser, on va avoir des opportunités. Je vais faire vraiment une énorme analyse dessus de peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Je vais inviter d'ailleurs Paul, puisque c'est lui, entre guillemets, l'expert sur ce côté-là et d'ailleurs, c'est lui qui m'en avait parlé. Donc voilà, on vous fera une super analyse le jour où ça va baisser. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et d'ailleurs, avec Paul, nous, on est vraiment plutôt bullish sur Lendbridge. Donc Lendbridge, c'est la même chose, mais un petit peu moins cher, avec beaucoup plus de potentiel de croissance. Et avec, par exemple, Lendbridge, vous voyez, la partie eau, donc water, eh bien, Lendbridge va développer un recyclage en louant donc des centres de refroidissement pour les data centers. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, puisqu'en plus, au Texas, c'est là où vous avez vu énormément de GNL, donc forcément une électricité qui est très peu chère, et donc toutes les GAFAM elles vont mettre là-bas leur centre de données. Après évidemment il faut les refroidir, et donc qui de mieux que Lendbridge Corporation par exemple, ou justement Texas Pacific Land, c'est des relais de croissance pour aller justement donner cette eau pour refroidir les data centers. Et voilà, c'est des entreprises qui sont vraiment exceptionnelles. Donc là voilà, on parle de 5 milliards de capitalisation boursière. Depuis l'introduction en bourse, ça a déjà pris voilà, 300% en 1 an, mais c'est des machines à imprimer de l'argent. Et c'est vrai que c'est toujours dommage, on ne sait jamais trop comment se positionner là-dessus. Alors pour cette entreprise, nous par contre, on avait fait une analyse de quasiment 1 heure avec tous les membres qu'on accompagne. On fait des coachings chaque semaine avec Paul. Et j'en reparlerai sur ma chaîne YouTube dans un live avec Paul, puisque c'est vraiment une super belle boîte. On vous refera ce qu'on avait fait il y a à peu près 4 mois, où Paul nous avait fait une super présentation voilà, en live sur ma chaîne, sur Parex. Donc Parex, c'est une autre entreprise small cap également, et également dans l'énergie, donc dans l'extraction de pétrole. Et voilà, donc là, elle a vraiment explosé depuis qu'on l'a acheté. Et le live est toujours d'actualité, hein. C'est-à-dire que l'entreprise là est toujours entre guillemets peu chère par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez le live en rediffusion, voilà, qui est ici sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant, je vais passer sur Costco. Donc Costco, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis vraiment fan de cette entreprise. Et plus particulièrement, là, c'est une grande idée que j'ai envie de vous
vous faire passer. Focalisez-vous sur les business avec du recurring, avec des abonnements comme AutoZone, comme Costco, comme voilà, comme on l'a vu ensemble, Texas Pacific Land. On pourrait aller voir également du côté de Netflix, Spotify, des boîtes qui vraiment, j'en oublie plein. Franco Nevada par exemple. Voilà, par exemple Franco Nevada, donc ça c'est une royalties, d'accord, et c'est ce qu'on appelle les streaming. Donc dans le marché de l'or, il y a zéro capex et ils se font de l'argent sur le marché de l'or. On parle d'une performance de 1300%. Même chose si on va du côté de AutoZone, donc AZO. Donc là, ils ont un petit peu des cartes de membership comme ce que pourrait avoir du Costco. Et c'est exceptionnel, même si je me mets depuis, on va dire, 2008. On parle d'une performance voilà, de 3000%. Même chose pour ServiceNow. Là, c'est de l'automatisation sur les SaaS. C'est du recurring. C'est des entreprises qui peuvent vraiment exploser leurs bénéfices. Bon, après, je vous ai parlé de Spotify. D'ailleurs, j'hésite à la mettre là, dans cette vidéo, puisque c'est vrai que le business model n'est pas encore vraiment scalable. Enfin, je vous dis ça a quand même pris quasiment 800% en 3 ans. Donc, ça délivre quand même pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore sur un truc qui a de la rentabilité, etc. Donc, c'est un potentiel dans le futur. Mais c'est quand même toujours intéressant, de s'attarder vraiment sur le business model donc de Spotify. Et alors voilà, justement, ce qui rend Costco exceptionnel, ce qui rend plutôt toutes ces entreprises exceptionnelles, c'est, je vous l'ai dit, donc les business recurring à abonnement, enfin une partie de leur business model qui repose vraiment là-dessus. Et là voilà, typiquement sur Costco, vous voulez faire vos courses chez Costco, vous achetez une carte à peu près à $100 par an, c'est un abonnement sur lequel ils ont 100% de marge. Ils ont juste à imprimer une carte, ils vous l'envoient et ça leur a rapporté en 2022 4,2 milliards, en 2023 4,5 milliards, en 2024 4,8 milliards de cash. Et là où c'est fou, c'est que si je le mets en pourcentage, donc si je fais 4,8 divisé par 249, donc en pourcentage du chiffre d'affaires, en fait les member fees, ces cartes abonnement représentent seulement 2% du chiffre d'affaires, d'accord? Mais le truc, c'est que c'est des marges de 100%. Donc si maintenant je le mets au bénéfice net, on a un bénéfice net de combien? On a un bénéfice net qui est de 7,3. Donc, ça représente tout. Donc, en fait, un segment qui représente 2% du chiffre d'affaires représente, donc je mets 4,8 divisé par 7,3, le bénéfice net, représente 65% du bénéfice net. Puisque là, les 4,8 milliards de fees, plus vous descendez dans le compte de résultat, en fait, il n'y a pas de charge. Donc, c'est toujours les mêmes. Et quand ils arrivent dans le bénéfice net, ils sont encore à 4,8 milliards. Donc, ça veut dire que Costco, si jamais demain, les ventes sont divisées par 2, en fait, ils ne vont pas perdre de l'argent puisqu'ils ont la moitié de leur business qui repose sur du recurring. Donc, ça va vraiment faire tampon et c'est pour ça que c'est une boîte qui est vraiment exceptionnelle de ce côté-là. Si je vous montre un petit peu les chiffres, donc alors Costco également, c'est vraiment des warehouses. Donc, c'est comme Carrefour, mais justement avec le truc aux US qui est vraiment exceptionnel. Ils ont 900 warehouses, donc magasins. Ils sont surtout aux États-Unis, un petit peu au Mexique. Et là, voilà, ils s'implantent tout ce qui va être en Corée. Là-bas, ils ont le Costco qui génère le plus d'argent. On parle de 400 millions de chiffre d'affaires sur un seul magasin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du truc, c'est colossal. En France, il y en a 2. Donc voilà, ils s'implantent au fur et à mesure. Donc voilà là-dessus. Et encore une fois, au niveau des chiffres, donc au niveau des warehouses, voilà, on augmente donc le nombre de nouveaux magasins Costco. On voit une stabilité mais qui est vraiment incroyable. Je vous l'ai dit, faut vraiment que vous recherchiez l'intersection parfaite entre de la croissance et de la prédictibilité. Là, on est en plein dedans avec voilà une petite croissance de 3% donc sur les warehouses. Ensuite, une croissance de 6% de 6% qui est en légère augmentation plus les années passent sur le nombre de cartes qu'ils émettent. Là, il y a quand même, on parle de 138 millions de cartes en circulation. C'est énorme. Et enfin, pour ce qui est des renouvellements, parce que les cartes chaque année, est-ce que les personnes sont satisfaites? Là, on voit que oui, on renouvelle de manière, voilà, là, on renouvelle à combien? À 93%. Donc, il y a 93% des personnes qui reprennent l'abonnement l'année d'après 9 personnes sur 10. Plus de 9 personnes sur 10 reprennent l'abonnement et en augmentation. Par exemple, en 2006, on avait 86% des personnes qui renouvelaient leur abonnement. Là, on a 93% de personnes qui renouvellent encore une fois leur abonnement. Donc, c'est vraiment top. Sur tous les points de vue, hein, c'est incroyable. Alors après, voilà, je pense que vous l'avez vu. Quand déjà on parle d'une croissance de 3% des nouveaux warehouses, donc une croissance de 3%.
de nombre de nouveaux magasins par an, c'est quand même assez faible. Si on ajoute à ça effectivement voilà les cartes qui augmentent également de 7%, 7% avec donc l'augmentation des, on va dire des fees hein, de plus en plus, c'est à peu près une croissance de 10%, d'accord, de 10% par an, sans compter l'inflation, parce que Costco évidemment si demain il y a 5% d'inflation, eh bien le prix des denrées alimentaires vont augmenter de 5%, même un petit peu plus, puisque l'alimentaire augmente plus que l'inflation dans sa globalité. Donc là-dessus, Costco vraiment s'en tire extrêmement bien. Donc on peut tabler sur une croissance de peut-être 13-14% par an. Et effectivement, le bénéfice net de Costco a augmenté à peu près de 14% par an sur les 10 dernières années. Et par contre, quand on va voir le prix en bourse, il a augmenté de combien là, sur les 10 dernières années? Il a augmenté de 21%. Donc bah, voilà, en fait, il y a une déconnexion totale. Le prix en bourse augmente 2 fois plus rapidement que le bénéfice de l'entreprise, que ce qu'elle peut générer en cash dans la vraie vie. Donc on a une déconnexion au niveau également des multiples. On a des multiples qui sont concrètement 2 fois plus élevés que la normale. Vous voyez, on a vraiment... En fait, c'est une entreprise qui d'ailleurs, hein, plus le temps passe, plus elle se paye cher. Voilà, ça se payait, on va dire, à 20 fois les bénéfices dans les années, on va dire en 2010. Ensuite, ça se payait, deuxième phase, à 33 fois les bénéfices. C'est là où Warren Buffett a vendu Costco parce qu'il pensait que c'était entre guillemets trop cher. Et là, on a 60 fois les bénéfices. Là, c'est du délire. Voilà, c'est juste du délire. Je n'ai pas d'autres mots pour parler de ça. Payer une entreprise 60 fois les bénéfices qui a un taux de croissance, on l'a vu ensemble, de 13%. Donc 72 divisé par 13, allez, je vais mettre 0,5. Il vous faut 5,5 ans pour que votre bénéfice il double, d'accord? PE actuel de 61 divisé par 2, donc ça ferait 31, d'accord? Donc là, concrètement, dans 5 ans, vous avez un PE, un forward PE dans 5 ans de 32. Et dans 10 ans, vous avez voilà, un forward PE de 15. Donc voilà, en fait, 15, c'est 100 divisé par 15. Ça fait seulement entre guillemets 6,6% de rendement sur votre prix d'acquisition aujourd'hui dans 10 ans. C'est-à-dire que vous mettez aujourd'hui une somme, d'accord? Et sur cette somme-là, vous aurez 6,6% de rendement par an seulement dans 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut attendre 10 ans pour avoir 6% de croissance par an sur Costco. Et c'est là où on voit que c'est complètement délirant. Parce que autant voilà, qu'on était sur les, on va dire sur les 35. Les 35, c'est entre guillemets raisonnable, puisque les 35, ça vous fait 6,6% de rendement dans 5 ans et non pas dans 10 ans. Et là, ça y est, tout de suite, on est sur quelque chose qui est vraiment très sympathique, puisque au moins, vous êtes quasiment sûr de les avoir. Et chez Costco, ils font également ce qu'on appelle un dividende spécial. Donc, ils n'ont pas vraiment de politique vraiment à proprement parler du dividende. Ils font également des rachats d'actions, mais c'est entre guillemets très minime par rapport au cash qu'ils dégagent. Donc, c'est-à-dire que le bénéfice net, vous ne l'aurez jamais à 100% en dividende. Et donc, on va dire si vous l'avez à 50%, tout de suite, votre rentabilité, elle passe de 6% dans 10 ans à 3% dans 10 ans. Selon moi, là, le prix, il y a un excès total. Et c'est là où on voit que Costco est victime de sa prédictibilité, de sa stabilité. C'est-à-dire que les personnes là, qui mettent de l'argent dessus, c'est certainement des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui disent ok, tiens, je mets par exemple une somme de cash parce que je sais que justement dans 10 ans, déjà, ça va me protéger de l'inflation et en plus de ça, je vais quand même avoir une petite croissance. Donc c'est ok, c'est fine, je mets une somme dessus, ça va me la protéger au lieu de la mettre justement sur une obligation par exemple française. Hein, je préfère 100 fois acheter du Costco qu'une obligation française si j'ai une échéance de 10, 15, 20 ans. Là-dessus, on est bien d'accord. Prochaine entreprise, Constellation Software. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi je la mets dans mon top 10 quality. Non seulement pour le management, hein, évidemment un management Marc Léonard, on va y revenir. Ces lettres aux actionnaires sont vraiment mes masterclass et je vais lire avec vous la dernière qu'il a publiée, qui exprime parfaitement la difficulté d'une entreprise qui est victime, on va dire, de sa croissance. C'est-à-dire, on parle d'une croissance voilà, de 28 000%, c'est énorme, et on parle d'un prix en bourse de 103 milliards. Donc forcément, ça limite en termes de potentiel de hausse, surtout sur leur business model. Alors, Constellation Software, c'est une entreprise qui fait uniquement sa croissance via des acquisitions, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon un serial acquéreur. Marc Léonard, donc le CEO, va déployer le capital intelligemment pour acheter d'autres entreprises, et c'est des SaaS, donc ils rachètent des entreprises recurring, des entreprises à abonnement, pour avoir comme ça toujours un flux de revenus à réallouer dans une prochaine entreprise qui vend des abonnements en recurring. Donc voilà, vous comprenez vraiment pourquoi j'aime autant ces entreprises par abonnement, puisque c'est vraiment une des caractéristiques qui revient systématiquement dans les business qui ont des performances vraiment énormes et qui surperforment de manière très importante le S&P 500. Et comme vous pouvez le voir, selon Gros Focus, on est toujours à peu près sur la fair value. Alors si je me mets plus sur un petit peu les chiffres, on parle d'un earning per share, donc d'un bénéfice par action, hein, c'est le bénéfice net, qui a augmenté sur les 10 dernières années de 20%. On parle d'un prix en bourse qui a augmenté de 31% par an. Donc vous voyez,
c'est 3 fois plus que le S&P 500. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une surperformance mais massive. Et on parle évidemment d'un free cash flow qui a lui augmenté voilà, de 23% par an. Okay, alors ça c'est la vue d'ensemble, effectivement entreprise exceptionnelle, mais le problème c'est que Constellation Software avait pour habitude d'acheter ce qu'on appelle des VMS, c'est des Vertical Market Software, okay, et c'est entre guillemets des petits SaaS voilà, qui valent pas des milliards. Mais là, Constellation Software, on est passé d'une entreprise, je vais vous mettre un petit peu les chiffres, voilà, qui devait finalement chaque année, voilà, qui devait déployer 100 millions, 136 millions, 300 millions, 600 millions, 1,5 milliard, 2 milliards là en 2023. Donc plus les années passent, plus ils ont de cash à déployer et évidemment, eh bien, ils n'arrivent pas à déployer tout ce cash. Donc là, on a eu une masterclass de la part de Marc Léonard, le CEO. Voilà ce qu'il a écrit. Donc c'est sur la dernière lettre aux actionnaires. Donc l'un de mes directeurs voilà, me disait que j'étais irresponsable pendant des années. Sa thèse était très simple, Constellation Software peut investir le capital de manière plus efficace que la majorité des actionnaires. On parle évidemment du dividende que Constellation Software verse aux actionnaires. Donc, par conséquent, voilà, il est logique que nous allons stopper le dividende et investir tout le cash que nous produisons, même si ça implique de réduire nos comment dire, les taux de pas les taux de rentabilité, mais voilà, par exemple Constellation Software, ils veulent par exemple 15% minimum sur chaque projet. Si c'est 14%, ça valide pas, ils restent en cash et ils versent un dividende. Donc là, ils vont changer cette politique là. Alors je vais vous traduire le passage, ça va être plus simple. J'avais l'habitude d'affirmer que nous devions maintenir nos taux de rendement minimal parce que les abaisser pour quelques déploiements marginaux, donc quelques millions, voilà, acheter un SaaS à quelques millions juste pour placer de l'argent et qui ne valide pas 100% des critères, eh bien voilà, ça allait entraîner une baisse des rendements de l'ensemble de nos portefeuilles. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont maintenu des taux élevés pour les acquisitions de logiciels de marché vertical, donc de petite et moyenne taille, mais le problème c'est qu'ils ont fait que très peu d'exceptions pour les acquisitions eh bien, des logiciels de grande taille. Parce qu'évidemment, les logiciels de grande taille, eh bien, on a beaucoup moins de rendement. Donc, tous les logiciels de grande taille, en fait, ne validaient jamais leurs critères. Donc, ils se contentaient des logiciels de petite taille. Mais le problème, c'est que quand vous avez une boîte qui grossit comme ça, quand vous avez des milliards à louer, vous ne pouvez plus vous satisfaire d'entreprises de petite taille. Donc, eh bien là, cette discipline a eu pour conséquence une incapacité permanente à investir toutes les liquidités que nous générions. Et en fait, ça c'est vraiment le problème des entreprises qui sont victimes de leur succès, de leur rendement. Effectivement, là, on a tellement de cash qu'on ne peut plus comme ça se permettre d'aller se focaliser uniquement sur les petits SaaS avec des gros rendements. Non, il faut investir le cash. Donc là, obligé, il faut réduire les critères, tout simplement. Il faut abaisser les critères d'exigence et on le voit extrêmement bien. C'est d'ailleurs pour ça que les small caps surperforment également les large caps. Voilà, c'est pareil dans les logiciels, en bourse, de partout. Pour finir, Marc Léonard pose la question, qu'avons-nous fait donc de cet excédent de flux de trésorerie disponible pour les actionnaires? Ça c'est le free cash flow available, excusez-moi, tout cher, donc par action pour les actionnaires. Donc historiquement, nous avons versé 3 dividendes spéciaux et au cours de la dernière décennie, nous avons également versé un dividende trimestriel régulier. Donc j'ai cessé d'argumenter, je me suis converti et avec la ferveur des nouveaux convertis, je m'emploie à démontrer ma nouvelle fois. La première étape évidente est de cesser de verser les dividendes spéciaux, sauf dans les circonstances les plus impérieuses. Cette décision a été prise par nos administrateurs lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue vendredi. Nous avons maintenu les dividendes trimestriels pour l'instant, mais si nous parvenons à trouver de meilleures utilisations pour le free cash flow, le dividende trimestriel sera également sacrifié. Donc voilà ce qu'on appelle un switch à 360 degrés de la part d'un management. C'est que oui, effectivement, si votre entreprise a un ROE par exemple de 20% ou de 15%, ça veut dire que chaque euro que l'entreprise elle produit, potentiellement, elle a la capacité de le réinvestir à 15%, à 20% de taux de rentabilité. Donc si elle le verse en dividende, c'est du gâchis parce que vous ou moi, je ne pense pas avoir la capacité de prendre le dividende et de l'investir sur un placement qui me fasse 20% par an. Donc je préfère tout simplement que l'entreprise, elle prenne le dividende, donc elle prenne le cash et elle le réinvestisse dans un business, puisque de toute façon, sur du long terme, je vais m'enrichir avec le prix en bourse de l'action. Donc voilà, je vous ai montré ce qu'on appelle un switch à 360 degrés de la part du management.
management, il est préférable effectivement si vous avez une entreprise qui a un RE de 15%, de 20%, ça veut dire que chaque euro ou chaque dollar qu'elle va réinvestir dans son business va lui rapporter 15% de rentabilité, 20% de rentabilité. Donc oui, il est préférable qu'elle ne verse pas de dividendes et qu'elle alloue le cash des dividendes dans son propre business pour faire 20% de croissance. Parce que vous, il y a très peu de chances que vous fassiez 20% de croissance avec le dividende qu'elle vous verse. En plus de ça, il y a le frottement fiscal. Donc c'est très très compliqué de ce côté-là. Et sinon, de manière plus générale, en fait, on voit concrètement que le dilemme, c'était est-ce qu'il préfère effectivement réduire le rendement global de son portefeuille ou est-ce qu'il préfère finalement réduire le rendement sur equity, puisque si ici il n'investit pas le cash, c'est bien beau de ne pas investir le cash, mais le cash il augmente. Si le cash il augmente, eh bien le RE mécaniquement il baisse. Alors je fais une petite parenthèse de 2 minutes pour vous expliquer pourquoi si le cash augmente, votre cash il augmente, votre retour sur l'equity il diminue. Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le retour sur l'equity, eh bien vous prenez l'equity qui est la valeur comptable. Alors la valeur comptable d'une entreprise c'est les actifs, donc les assets, moins les passifs, les liabilities. On va prendre un exemple, vous avez on va dire un actif, donc actif total de votre entreprise de 150 millions. Votre entreprise, elle vaut vraiment 150 millions, enfin elle possède 150 millions. Et ensuite, on va dire qu'au niveau du passif, eh bien, elle a 50 millions de dettes. Donc si vous faites 150 millions moins 50 millions de dettes, parce qu'il faut enlever la dette pour avoir vraiment votre valeur nette, eh bien, votre entreprise a une valeur nette de 100 millions. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'equity de 100 millions. Maintenant, votre entreprise, on va dire qu'avec ces 100 millions de valeur nette, elle arrive à générer chaque année un bénéfice net de 17 millions. Dans ce cas-là, votre retour sur l'equity, c'est 17%. Vous avez un RE de 17%. Bon, qu'est-ce qui se passe si maintenant on va dire, sur les 5 prochaines années, vous faites 17 x 5, j'arrondis à 100 millions, ok, pour pas que ça complique les choses. Donc, eh bien voilà, dans 5 ans, vous revenez dans 5 ans, et votre bénéfice net, eh bien voilà, à chaque fois, 17 millions x 5, ça fait 100 millions. Donc normalement, vous aurez eu la possibilité de réinvestir ces 100 millions. Mais si vous ne réinvestissez pas ces 100 millions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ils sont directement stockés au cash, donc actif court terme. Ça va augmenter vos actifs, d'accord? Et maintenant, vous avez un passif de combien? Toujours de 50 millions, ça n'a pas bougé. Donc vous avez un passif de 50 millions. Donc ça veut dire que vous avez un equity de 250 moins 50 de 200 millions. Donc vous avez un equity de 200 millions, mais comme vous n'avez pas réinvesti, est-ce que votre bénéfice net a augmenté? Non, il est toujours de 17 millions votre bénéfice net, puisque vous n'avez rien réinvesti, il n'y a pas de raison qu'il augmente. Donc eh bien dans ce cas-là, si vous refaites le calcul, vous faites 17 millions divisé par 200, et là ça vous donne seulement 8,5%. Donc vous avez un RE qui a été divisé par 2 parce qu'effectivement, qui a presque été divisé par 2, parce que oui, votre cash il a augmenté, donc vos actifs ont augmenté. Le problème c'est que le cash, c'est pas un actif qui vous produit de la valeur. Alors que si dans le même temps, on va dire ces 100 millions, vous les auriez réinvestis, par exemple à un taux de rentabilité de 17%, ça vous ferait quasiment 100% de plus sur votre bénéfice net. Donc vous auriez eu un bénéfice net qui serait passé de 17 à peut-être 40, peut-être même 50 si vous aviez optimisé tous les coûts. Et donc là, dans ce cas-là, oui, vous auriez eu un actif de 200 millions, mais si vous faites 35 divisé par 200, vous avez toujours votre RE de 17. Voilà, je pense que c'était assez clair. Et donc c'est pour ça que là, oui, Marc Léonard, il a été vraiment confronté au dilemme, qui est que effectivement, c'est bien beau d'avoir des critères de rentabilité élevés, mais si ça vous empêche de déployer votre cash, effectivement, sur le court terme, le rendement de votre portefeuille, ça va pas le diminuer, mais par contre, le long terme, effectivement, le cash va venir augmenter la valeur de votre entreprise. Et le problème, c'est que votre portefeuille ne va pas augmenter, la portefeuille de Constellation ne va pas augmenter, la valeur de l'entreprise, elle, va augmenter, et le bénéfice, lui, va entre guillemets stagner. Donc forcément, le RE diminue, et là après, effectivement, vous avez une entreprise qui est de moins en moins qualitative sur le long terme, d'accord? Donc il a bien eu raison de diminuer un petit peu ses taux de rentabilité. Voilà, Marc Léonard ne peut plus se permettre d'avoir les mêmes critères de rentabilité qu'il avait quand il investissait des dizaines de millions d'euros que maintenant quand on parle en milliards d'euros. Voilà, je pense que c'est logique. Donc ça, c'était pour Constellation Software. Alors pour ce qui est de la valorisation, sinon je termine là-dessus en une seconde, c'est très cher, mais on parle d'un PE quand même qui est de 120, et de manière historique, voilà, on est sur un PE, voilà, si je me mets à peu près depuis ici, vous voyez, on a plutôt un PE normalement sur les 70, donc c'est vrai que sur les 120 c'est dingue, mais si Marc Léonard réussit quand même toujours à délivrer, et même on ne sait pas, peut-être qu'il va pouvoir faire également vraiment des exploits, même dans les logiciels qui sont avec des tailles plus importantes, et peut-être qu'il va quand même pouvoir maintenir cette croissance, même en allant sur les logiciels plus importants,
important puisqu'il va peut-être effectivement racheter au départ des logiciels un petit peu plus chers, mais peut-être qu'il va réussir à mieux les optimiser et donc finalement sur la durée de détention, il va s'en sortir parce que pareil, il y avait tout un passage, mais là c'est vrai que la vidéo sinon elle sera trop longue. Voilà, regardez ce qu'ils écrivent. Donc la plupart de leurs compétiteurs, d'accord, vont maximiser finalement l'effet de levier avec la dette pour acheter les acquisitions et flip, donc revendre, faire un exit dans les 3 à 7 ans. Par contre, de l'autre côté, donc Constellation Software, eux, vont plutôt accorder une grande autonomie donc, aux managers des entreprises dans lesquelles ils prennent des participations ils sont là vraiment pour la durée. Voilà, et ils vont vraiment supporter on va dire tout le business qui contrôle, même si voilà, l'objectif ultime est évidemment que ces entreprises-là soient cotées en bourse avec Constellation Software qui est une participation. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à tous leurs concurrents, Constellation Software, ils sont là pour du très très long terme et ils ne se contentent pas d'acheter un SaaS en levant de la dette et en le revendant dans 3-4 ans pour faire une plus-value. Non, vraiment, ils achètent un SaaS aujourd'hui et ils le gardent pour la durée. Donc sinon, pendant toute cette durée-là, eh bien, ils sont meilleurs et ils arrivent à optimiser les coûts et à faire grandir et grossir le SaaS. Effectivement, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont retrouvés à avoir des performances beaucoup plus importantes que le reste du secteur. Donc voilà pour Constellation Software. Ok, pour la prochaine, je vais vous parler de Booking Holding, puisque là c'est très très intéressant. On parle d'une entreprise qui a actuellement un PI de 31, donc on ne parle pas de PE de 70, de 90, de 120, non, PE de 31. PE pour 2025 de 23 et PE pour 2026 de seulement 19, allez j'arrondis à 20. Donc vraiment une entreprise qui actuellement se paye pas très très cher, surtout compte tenu de la qualité qui, plus le temps passe, plus Booking devient une entreprise quality. Alors je vais vous, pour ce qui est du business model, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux types, il y a agency et merchant. Alors agency c'est Booking en fait est seulement un intermédiaire et vous allez payer directement quand vous allez arriver à l'hôtel, et merchant vous payez directement sur le site de Booking, donc ça vous permet, ça permet à Booking, excusez-moi, de prendre un frais supplémentaire d'une part sur le montant total parce que c'est Booking qui l'encaisse et ensuite le reverse à l'hôtel. Alors je vous avais fait une petite note, ça va être plus simple et voilà, ça va être plus simple. Donc alors les grosses bookings, c'est donc le correspond au montant total des réservations effectuées sur les plateformes du groupe. Il est divisé en deux catégories, voilà, je viens de vous le dire. Agency model, donc là c'est un intermédiaire donc entre le client et l'hôtel. Donc le paiement est effectué directement à l'hôtel lors du séjour et Booking touche une commission. Et merchant model, là c'est Booking qui va collecter l'argent directement auprès des clients au moment de la réservation et reverse ensuite le montant dû aux hôtels après avoir prélevé sa marge. Ce modèle donne plus de contrôle sur la gestion des paiements, sachant que Booking développe un petit peu leur processus de paiement là-dessus pour gagner encore plus d'argent. Donc la différence clé évidemment, agency c'est commission payée après le séjour et merchant model, Booking encaisse l'argent en amont. Donc voilà de ce côté-là. Pour ce qui est des revenus par segment, on voit qu'on a vraiment, alors je vais me mettre alors c'est énorme, hein, grosse Booking, voilà, on parle quand même de tout cumulé, on est sur du 160 milliards quand même là sur l'année 2024, donc c'est voilà, il y a beaucoup de milliards qui passent par la plateforme Booking, c'est même la number one, on pourra y revenir dans un instant. Ok, je me remets comme ça sera plus sympa, donc effectivement là ici vous avez les chiffres et pareil ici, voilà, donc là vous avez tout ce qui va être merchant, agency et advertising. Alors on voit que, parce que pareil, donc là je vous l'ai dit à l'instant, il y a 160 milliards, d'accord, donc comme ils prennent un pourcentage, au total ils ont combien si j'enlève uniquement l'advertising, donc on voit à peu près 25. Donc si vous faites 25 divisé par 160, vous voyez qu'on a à peu près une décommission de 15,6% chez Booking. Voilà, ça vous donne une petite idée en net combien on a de revenus. D'accord. Et après à ça, il faut enlever toutes les charges de Booking, les salaires, etc., les frais de fonctionnement. Et justement, par contre, pour la publicité, là, c'est du 1 milliard, mais c'est vraiment du cash. Là, c'est vraiment du cash. C'est-à-dire que c'est des hôtels qui vont payer Booking pour être référencés en top 1 sur le site internet. Donc là, c'est vraiment 1 milliard où il y a très très peu de frais. Ensuite, on a les nombres de nuits qui ont été vendues. Là, on voit pour le Q3 2024, mais sur les 12 derniers mois. Donc là, pour l'année 2024, on clôture finalement, 2024 glissant, on est à 1,1 milliard de nuits. Donc c'est vraiment énorme. Ça fonctionne bien. Et après, le gros point noir de Booking, c'est évidemment, je pense que vous l'avez deviné, on est en plein dans l'entreprise qui, si l'économie ralentit, les gens vont un petit peu se calmer sur les vacances. Donc il est vraiment là, selon moi, le risque, c'est d'avoir effectivement de nouveau une baisse avec une petite récession. Forcément, les revenus publicitaires également, vous voyez, pendant le Covid, les gens, ils mettent moins en avant leur hôtel, c'est totalement logique. Bon, c'était extrême pendant le Covid, mais c'est vrai qu'on pourrait de nouveau avoir une belle baisse de ce type. Alors, au niveau vraiment des chiffres, on parle d'un chiffre d'affaires là de 21 milliards, bénéfice net de 4,2 milliards, donc voilà, des marges nettes de 20%. Niveau du PE, effectivement, là, on a un PE de 32, mais vous voyez, si je me mets par exemple
on va dire là, donc voilà, ici on était historiquement, on pourrait plutôt être sur un PE de 25 à peu près. Voilà, on pourrait se mettre un PE de 25. Et là, depuis, on va dire, voilà, pareil ici, on se négociait quand même à 24, à 25. Voilà, donc pareil, à 25. Je pense que Booking à 25, c'est très, très, très intéressant. Et 25, si je prends le bénéfice net actuel qui est de 4,29 fois 25, ça vous fait un prix en bourse de 107 milliards et on est actuellement à 158 milliards. Ok, on va arrondir sur les 3500, un niveau qui serait vraiment, vraiment très intéressant. Et au niveau sinon de la croissance future, je pense qu'on peut vraiment tabler sur un 12-13% de croissance par an. Donc c'est pour ça que c'est quand même des boîtes qui surperforment le S&P 500. Et si vous les achetez même au prix actuel qui est à 32 fois les bénéfices, s'il n'y a pas de récession, vous allez surperformer le S&P 500, c'est clair et net. Par contre, si on a un ralentissement économique, là effectivement Booking va vraiment baisser et c'est là où justement ça sera, je pense, l'une des meilleures opportunités pour rentrer sur Booking, puisque concrètement on a un business qui a une dette nette, voilà, qui est quasiment de zéro, donc il n'y a pas de dette, donc ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a une récession, on peut totalement faire face à tous les imprévus, sachant que comme on a un business vraiment où on facture des pourcentages, bon, c'est simple, hein. Si jamais il y a moins de réservations, on a moins de chiffre d'affaires, mais en fait les coûts vont baisser quasiment proportionnellement. Et c'est clair qu'avec 12 milliards de cash, les probabilités que l'entreprise ne s'en sorte pas sont de zéro. Et les probabilités que la récession se finisse sont de 100%. Donc faites les maths. Et c'est super intéressant d'avoir des business comme Booking dans votre watchlist le jour où justement vous allez avoir un ralentissement économique, vous allez avoir des ventes qui vont fortement chuter. Là vous allez pouvoir vous dire, ok, effectivement, si la récession ou si les ventes continue de chuter pendant les 3 prochaines années, avec le cash qu'on a, avec la dette qu'on a et avec le business qu'on a, oui, on va pouvoir y faire face. Je rentre à un super bon prix, je mets de côté, comment dire, effectivement, pendant les 3 ans, vous allez vous faire massacrer, mais c'est pas grave, si vous rentrez avec un bon prix, ça sera des opportunités de renforcer et vous serez bien content. Voilà, vous serez bien content. Encore une fois, vous voyez, en 2008, par exemple, le prix a baissé de 65%. C'est massif, hein. C'est vraiment massif. Pendant le Covid, on a eu une baisse de 50%. Bon, là voilà, si on a un ralentissement, on pourrait très bien avoir une baisse, vous voyez, de 50%. On reviendrait sur les 2000 et ça serait vraiment vraiment intéressant. Mais même avant, comme je vous ai dit, hein, moi, je n'attendrai pas que Booking baisse de 50% pour rentrer dessus. Je pense que déjà sur les 3000, sur les 3500, je mettrais déjà une petite position. Et après, c'est des entreprises, je pense qu'il faut mieux jouer le temps long, c'est-à-dire que chaque rapport trimestriel, vous lisez à peu près, vous voyez le nombre de nuits, etc., les grosses bookings, comment ils se débrouillent sur l'optimisation des coûts avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites, parce que Booking, par exemple, il y a Kayak, donc il y a plein d'autres de business à l'intérieur. Et tant que c'est bien, tant que ça délivre, tant que ça augmente, vous renforcez chaque trimestre, vous remettez un petit peu d'argent dessus et finalement vous capitalisez comme ça et c'est très très bien. Bon, on est déjà à 56 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter ici et mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît. Voilà, un format comme ça où je vous parle d'entreprises que je n'ai pas en portefeuille et je vous fais des analyses. Je ferai donc une version pour le PEA avec toutes les entreprises que j'ai pas en portefeuille et que je trouve très très qualitatives dans le PEA. Et pareil, une version small cap où là je vous parlerai plutôt par exemple de Kelly Partner à la place de Constellation Software et de Lendbridge à la place de Texas Pacific Land. Et la même chose, je trouvais des équivalents small cap quality sur les business. Donc il me reste à vous rappeler évidemment le groupe School. Alors pour toutes les personnes qui étaient un petit peu perdues sur tout ce qui va être les ratios financiers, etc. Donc c'est un groupe communautaire dans lequel on est bientôt 1000. 100% gratuit, dans lequel j'ai mis 3 heures de formation gratuite, donc c'est vraiment du très très lourd, avec un énorme cours sur les ratios financiers, un cours pour les options, ceux qui sont déjà bien avancés. Là c'est masterclass, ça va vraiment vous permettre d'avoir la vue d'ensemble sur les options, et même chose pour plutôt les, entre guillemets, les débutants. Et j'ai repris toutes les bases sur la bourse, etc. Donc voilà, c'est super, et toute la partie communauté. Donc je vais vous mettre le lien du groupe dans la description, et j'espère que vous avez vraiment bien aimé cette vidéo. C'était Léo, bonne journée à vous, ciao.